Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Grosse Brune. Germain, bonjour. Bonsoir Antoine. Dans la Grosse Brune qui est plus petite que d'habitude. Ça sera le cas pour encore quelques semaines, là, vous l'aurez compris. J'ai bien l'impression. Oui, effectivement. Les travaux avancent, hein. Je reçois des petites photos de la part de mes amis de chez Carstar Latuc qui travaillent ardemment sur la Grosse Brune. Est-ce qu'ils ont regretté ce projet un peu ambitieux de retourlage? Ils ne me l'ont pas dit, mais mon petit doigt me dit que peut-être que oui. Parce qu'il y avait forcément plus de travail que ce à quoi ils s'attendaient. Puis, pour vous mettre en contexte, pendant que je rafraîchis ton ordinateur, que c'est le temps dangereux de le faire, pour vous mettre à ce temps-ci de l'année, de rafraîchir l'ordinateur, c'est toujours bien. Oui, c'est ça. Luc Lanier, bonsoir. Télua Bissiré, c'est-tu un vrai nom, ça? Je sais pas. Dominique Malo, qui est toujours fidèle au poste. Salut les gars, merci d'être là. En fait, les gens chez Carstar là-dessus, c'est eux qui avaient restauré le camion de Léo que Michel Barrette a acheté par la suite. Le F-150 bleu nordique. C'est ça. Bon, un F-150 bleu, on appelle ça bleu Québec, là, peu importe, là. Mais la beauté d'un F-150, puis là, ce que eux me disaient, c'est qu'il était particulièrement rouillé par en dessous. Ça paraît pas à l'écran, mais il était attaqué de partout par en dessous. Mais j'ai l'impression qu'il existe un peu plus de pièces pour un F-150 un tantinet. 1995 par rapport à un Matador. Est-ce que ça se pourrait? Ça se pourrait. C'est un 88, le pick-up, là. C'est un 88. Mais même un 68. Oui, il y a plus de pièces. C'est quand même un pick-up Ford. Oui. L'AMC Matador, la moyenne des gens ne savent même pas ce que c'est. En fait, j'ai envie de te dire, la grande majorité des gens ne savent pas ce que c'est. Alors, c'est quand même assez particulier de les voir rebâtir des pièces, incluant les ailes avant, parce qu'on n'a pas été capable de trouver des ailes avant. Donc, ils disent, écoute, on va te les refaire, on va couper, on va retourner, on va faire des... Puis là, ils ont travaillé les tours d'ailes, ils ont travaillé les pannes de plancher, c'est épouvantable, le travail qu'ils font là-dessus. J'ai tellement hâte de voir le résultat, là, vous avez pas idée. Mais avec le recul, on se dit que tu étais finalement brave de parcourir l'Amérique du Nord d'un bout à l'autre en aller-retour. Ça n'empêchait pas la voiture de rouler. Non, là, mais structurellement, il y avait de légères lacunes. Le châssis est solide. Oui, OK. Mais les planchers étaient du type fromage suisse. D'accord. Mais soutenu par une croûte d'à peu près 1 pouce d'épais d'antirouille. Fait que ça paraissait pas. Voilà. Et le jour où cette croûte a été retirée, c'est là qu'on a vu la lumière du jour, peu importe de où tu regardais. D'accord. C'est que ça s'en venait problématique, un peu. Vas-y donc avec ta charade, mon cher. Oui, alors tout simple, cette semaine, mon premier correspond au coefficient de traînée. Mon deuxième est un corps dur et arrondi, produit par la femelle d'un oiseau. Et mon tout est un VUS intermédiaire à 3 rangées. Je répète, mon premier correspond au coefficient de traînée. Mon deuxième est un corps dur et arrondi, produit par la femelle d'un oiseau. Et mon tout est un VUS intermédiaire à 3 rangées. Voilà. On se fait surnommer Coco Steamer par Tristan, qu'on salue. On profite de l'air climatisé quand même. Oui, parce que dans le garage, il y en a. Bon, il y a déjà des réponses qui sortent. Des bonnes et des moins bonnes. Des moins bonnes. Luc, force-toi un peu. Voilà. Mais Charles, il dit la Reliant Robin. Non. Cette semaine, je l'ai pas en diecast, la Reliant Robin. Ça, c'est la belle voiture à 3 roues, là. Oui. Ouais, non. Qu'on voit dans un des épisodes de Top Mr. Gear. Bean. Oui, mais Top Gear a fait l'essai de ça, oui. Puis il tombait sur le côté à tout bout de champ. J'aime que nos références télé ne soient pas les mêmes. Mais faut que vous ayez voir, je sais pas si c'était le Grand Tour ou Top Gear, mais il y a un épisode où Clarkson roule là-dedans, puis il tombe sur le côté à tout bout de champ, c'est hilarant. Avec ça, faut voir ça. Alors, pour ceux qui savent pas c'est quoi une Reliant Robin, ça a rien à voir avec un mélange de Robin dans Batman et la Plymouth Reliant. C'est complètement autre chose. C'est un peu différent. OK.
Laurent, il dit que c'est Top Gear. OK, c'est ça. Jérémy, que pensez-vous du XC40 Recharge? Super produit. Honnêtement, j'adore ce produit-là, surtout avec 12 000 de crédit, parce que l'année prochaine, il va en avoir un peu moins. Ça va être un peu moins, c'est ça. Puis par rapport à une Polestar, parce que c'est la même chose, ben la bonne nouvelle, c'est que Hertz en a pas mis 65 000 sur la route pour après les envoyer à l'encan. Fait que ça garde un peu plus sa valeur qu'une Polestar. On a aussi un réseau de concessionnaires qui est, sans être étendu, il l'est un peu plus que Polestar. En fait, Polestar, faut juste que tu dises, on a aussi un concessionnaire. Oui, tout court. On n'a pas un réseau, on a un concessionnaire. Bon, fait que c'est ça. Steve qui dit, on parle-tu de la mairesse? Bon, on s'est fait reprocher la semaine passée de faire du Montréal bashing puis du Plante bashing et de bâcher Plante. On peut parler d'automobile et seulement des contraintes qui sont autour finalement. Cette semaine, on va calmer nos ardeurs, mais faut croire que l'actualité nous a donné raison. Et nous donne un peu de viande chaque semaine pour en parler. On sort un peu du cadre automobile. Ouais. Mais on a appris cet après-midi que les terrasses sur pile pourront finalement rajouter les chapiteaux qui étaient là jusqu'à vendredi soir dernier, en échange de quelques places de stationnement qui seront retirées. C'est un gros sacrifice parce que des places de stationnement au centre-ville de Montréal, il n'y en a pas tant que ça. Non. Mais voilà, les chapiteaux seront rajoutés. Je sais pas si tu as eu l'occasion, Antoine, d'écouter Paul Arcan à quelques jours de sa retraite de Cogeco. Qui a fait une entrevue avec la mairesse? Il lui a donné une pas pire rince. Ouais, il a dit, écoute, c'est parce que t'es ma mairesse, fait que... Oui. Tu sais... Oui. Oui, elle pataugeait dans ce moule-là. Oui. À un moment donné, elle a osé rire un peu. Puis là, il a dit non, vous allez pas rire, là. Il y a rien de drôle, vous allez pas rire. Ouais. Parce qu'on sait que c'est quand même un de ses réflexes de prendre la situation à la légère et de rire et de rigoler un peu. Mais là, c'était déplacé d'aller dans ce sens-là. Là. Sans parler de la Madame Plante, Germain t'a passé 10 jours sur Crescent. Oui. Évidemment, en raison des événements du Grand Prix, vous aviez élu domicile dans une boutique avec boutique éphémère pendant que la boutique habituelle est restée opérationnelle. Ouais. J'ai voyagé dans ce que j'ai appelé ma grande... Pour ceux qui ne le savent pas, on va dire que ton père est propriétaire de Autosuggestion qui vend des modèles réduits, là, pour ceux qui sont pas au courant. T'es en train de te magasiner un escompte à vie, là, toi, là. Ouais, d'ailleurs, c'est ça, la dernière fois, l'escompte n'était pas si grande que ça, il faudrait qu'on en reparle. Okay. Ben, on va rajouter un lien au bas de l'écran. OK, parfait. Et j'en ai profité pendant cette semaine-là pour voyager dans ce que j'ai appelé ma grande limousine bleue, c'est-à-dire le métro. Oui. Merci à Jean-Sébastien pour les étoiles. Tout s'est très bien passé. J'avais eu ce qu'on peut qualifier de moins bonnes expériences en tout début d'année. Ça m'avait laissé très amer vis-à-vis le métro de Montréal. Puis là, aller sur Crescent tous les jours, j'avais pas le choix, Antoine, de prendre le métro si je voulais pas dépenser, je sais pas, 50 $ de stationnement par jour. Puis ça s'est bien passé. Je sais qu'on a eu des graves enjeux de sécurité des usagers dans les derniers mois. Là, pour te donner une petite idée, j'entrais et sortais à Peel, la station Peel, et le soir, à minuit, il y avait 6 ou 8 agents de police, les bras bien croisés, à l'entrée du métro. Fait que, tu sais, les forces de l'ordre étaient très visibles. Si vous vouliez faire la fête, puis vous vouliez faire les coquins, c'était correct, mais les gens savaient que les forces policières étaient là. Puis, j'ai pas le choix d'admettre que ça s'est bien passé. Mais moi, je voulais t'entendre sur comment ça s'est passé, sur Crescent. Vous avez eu beaucoup d'achalandage malgré la météo. La météo a été un vrai problème parce qu'il a plu tous les jours où nous avons été présents. La rue était barrée, c'est ce qui était entendu dès le début. Évidemment, il y avait un peu confusion
parce que normalement, il y a 2 festivals qui se côtoient, celui sur Peel, celui sur Crescent. Celui sur Peel était annulé. Because pas de rue Peel. Ben parce que c'est ça, la rue Peel est complètement éventrée à la hauteur de Sainte-Catherine pour des travaux. D'ailleurs, quand une rue est complètement barrée comme ça, les normes d'incendie, comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. Non, mais il y a des commerces qui demeurent opérationnels. L'accès pour les camions de pompiers, comment ça fonctionne? Je vais juste poser la question. J'ai pas la réponse, malheureusement. Non. Mais bref, il y a eu énormément... Mais c'est parce qu'ils vont en Bixi. Les pompiers, oui. Avec des longues hoses. J'imagine. Mais c'est ce qu'on appelle des hoses mobiles. Oh, t'es en feu? En feu? Ouais. OK, on revient. Mais il y a eu énormément d'achalandage, beaucoup de touristes. C'est ce que je retiens, moi, année après année, le nombre de touristes qui arrivent à Montréal pour le Grand Prix. Le seul moment où je parlais français en m'adressant à des gens, sans blague, Antoine, c'était à des touristes français ou des touristes belges. Parce que sinon, ce sont des touristes canadiens hors Québec, des touristes américains, beaucoup d'Européens, beaucoup de Sud-Américains également. Ben, je t'allais te voir, moi. On a parlé en français. Tu es allé me voir, effectivement. Okay. J'ai eu quelques amis qui m'ont rendu visite pendant la fin de semaine. C'était très cool comme boutique, pour vrai. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de passer, mais je pense que tu vas répéter l'expérience l'année prochaine si le contexte est encore le même. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui me dit que les constructions ne seront pas réglées l'année prochaine. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais effectivement, ça se peut que ce chantier-là, lui aussi, soit prolongé, parce que j'ai reçu un avis par la poste, étant donné que je suis un voisin du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. 1 an et demi de plus? Oui, voilà. 1 an et demi de plus, le tunnel. Voilà. C'est comme s'il venait d'allumer. Hey! Il y a un autre côté. Il y a un autre côté, on n'a pas fini. Voilà, c'est ça. Non! Voilà. C'est comme si tu entreprenais des travaux dans ta maison, puis tu viens de finir de peinturer le salon, et puis là, tu dis, yes, ça achève. Ben non, il reste la cuisine aussi, tu sais, c'est ça. Fait que c'est juste que de peinturer une cuisine, c'est un peu moins complexe. Oui, fait que là, effectivement, il reste le second tube. Mais, le second tube. Mais comme je m'amuse à le dire, je n'ai pas à aller à Boucherville, moi, dans la vie. Alors, les travaux du tunnel, j'en vis assez peu les répercussions. Sauf quand il faut que tu t'en retournes chez vous puis que c'est le bordel. Non, parce qu'il y a des itinéraires prévus pour les gens qui doivent circuler localement sans aller prendre le tunnel. Là. Ben moi, j'ai une question. Vas-y. Ben, en fait, la réponse est dans la question un peu, là, mais considérant que tu as eu moult tentatives de vol de véhicules sur ta rue... Sur des Toyota et des Lexus VUS seulement, avec rien d'autre, rien d'autre. Comment se fait-il que les gens sont peut-être capables de se pousser de ton coin avec des véhicules volés? Ben, en même temps, ils sont pas loin du port, là. C'est ça, hein? Ils sont pas loin du port. S'ils réussissent à le mettre sur le neutre, le véhicule a juste à descendre la rue puis il tombe direct dans le container. Voilà. C'est presque ça. Voilà, c'est à peu près tout. Fait que Miguel qui dit Antoine habite sur la rive nord et va sur la rive sud, je sais pas comment tu fais. Ben effectivement, c'est pas des déplacements qui sont agréables à faire, là, ça. Là. Il y a tout le temps des solutions, mais c'est sûr que le tunnel, c'est le pire. Là. Il y a rien de pire que ça. Mais aujourd'hui, j'étais allé à Gatineau, OK? Et je suis revenu de Gatineau par l'autoroute 50. Quand ça sort massivement des usines à Mirabel, des usines d'aviation, tout ça, puis tout le monde sort en même temps. C'est encore moins 10. As-tu vu le bordel de bouchons qu'il y a sur la 50 pour rentrer sur la 15? Mais la 50 sera élargie et tu as pu constater par toi-même que les travaux sont bien avancés, là. Oui. Ça bouge, là. Oui, mais élargissez-la jusqu'à 13. Oui. C'est ça que ça prend, là. Tout à fait. Tu sais, arrêtez de m'ouvrir des McDo à 50, c'est pas ça qu'on... La 13, là, il y a encore un viaduc en plein milieu d'un champ. Qui attend juste ça. Qui attend juste ça. D'après moi, il est fini déjà, là, mais on a bâti à l'époque
un viaduc parce que la 13 devait se rendre à l'aéroport de Mirabel, ce qui n'a jamais été fait. Ça, là, ça réglerait tellement de problèmes de trafic, mais non. Mais non. En fait, on étirerait le développement de la Rive-Nord vers ce côté-là. Je suis pas sûr qu'à court terme, en fait, je suis pas sûr qu'à moyen et long terme, ça réglerait des problèmes de circulation. Mais tout le bordel qu'il y a sur la 640 Oui. pour embarquer sur la 15 Nord, aller sur la 15 Sud, tout ce bouchon-là, Oui. 640, 15, c'est l'enfer parce que il y a beaucoup de gens qui font le détour pour aller retourner sur la 15 après. Oui. Pour aller retourner sur la 50 après. Ils n'ont pas le choix de passer par là. Je comprends, mais sais? si on poursuit la 13 jusqu'à la 50, on va se retrouver avec des tours à condos et des maisons de ville au coin de la 13 et la 50, puis C'est une question de temps avant que ça arrive. Ça ne finira plus, tu sais. C'est une question de temps avant que ça arrive. Là. Ils bâtissent des maisons en rangée sur des terrains de 4000 pieds carrés à Saint-Armas. Tu sais, la demande est extrêmement forte pour ce type d'habitation-là. Oui, oui. Fait que bon, mais à suivre. Toujours est-il que c'est assez le bordel sur le plan circulation. Puis toi, ben, tu vois ça autour de chez vous, mais tu n'en es pas trop victime. C'est pas si pire. Pas si pire. Il n'empêche que moi, je suis allé au centre-ville en fin de semaine dernière. Oui. La frénésie de la F1 se faisait sentir quand même, mais tu avais vraiment l'impression d'être en... Tu sais, c'est un chantier. Le centre-ville est un chantier, là. Complètement. C'est zéro attirant pour les touristes, là. En fait, j'ai l'impression que les locaux ont lancé la serviette et ne se sont pas déplacés en ville pour profiter justement des festivités du Grand Prix parce qu'ils étaient bien conscients de ce qui se passait au centre-ville. Mais quand tu voyages de l'étranger, ben là, t'as pas le choix. Là. Tu es à Montréal 5 jours, tu vas pas rester dans ta chambre d'hôtel 5 jours. Écoute, on a marché sur Crescent, puis on passe devant le restaurant Hooters. Oui. Puis je l'ai pas vu. Pourquoi? Ben, parce qu'elles étaient habillées camouflage en arrière des cônes. Ah, d'accord. Tu comprends? Elle est excellente. Elle est excellente, mais c'est ça pareil, c'est plein de cônes. As-tu raté Laurent Julep aussi? Ah, non, ça je suis pas allé. Mais pour vrai, c'est vraiment ça. Il y a des cônes partout. Partout, là. Oui. Puis c'est une rue qui était piétonnière, complètement piétonnière. Là. Tout à fait. Il y avait du monde, là. Pour vrai. Oui, il y avait du monde. Là. Mais c'est comme donnez-vous une chance un peu, là. Oui. Les commerçants, ils ont toutes les raisons du monde de chialer. Là. Il n'y a aucune coordination, il n'y a rien qui fonctionne. Puis l'accessibilité en voiture, bon, c'est correct, on comprend, là. Frédéric, il dit, est-ce que le Newtown existe toujours? Je pense pas. Ça, c'est l'ancien restaurant de Jacques Villeneuve. Là. Oui, je pense pas. Je ne le sais pas, mais je pense pas. Puisque nous avons Internet au bout des doigts. Au bout des doigts, ouais, c'est ça. Je vais me permettre la recherche. Bon. Fait que on s'éternisera pas sur le centre-ville, puis le Grand Prix, puis l'état des rues de Montréal. Je pense que vous savez que c'est pas parfait, mais à tout le moins, il y a eu un beau Grand Prix, il y a eu du monde. Ce serait fermé. Ce serait fermé. Et le truc que moi je vais retenir de tout ça, c'est que... Alors on ira au Hooters. Il paraît que les ailes de poulet, ils sont succulentes. D'accord. Le truc que je retiens du Grand Prix de ce week-end, c'est que non seulement la mairesse et son administration ont fait une folle d'elle avec ce qu'on sait ce qui s'est produit, oui. Mais en même temps, ça a été un beau pied de nez à son administration par la preuve qu'il y a encore beaucoup d'engouement entourant le Grand Prix. Ben oui. Fait que dans une ville qui veut tuer l'automobile, de réaliser qu'un Grand Prix de F1, ça amène énormément d'eau au moulin. C'est dans l'Est du Canada qui attire et génère, qui attire le plus de monde et génère le plus d'argent. Point à la ligne. Oui, parce qu'en plus, ceux qui viennent... grande envergure que ça. Tu sais, c'est ça. En plus, ceux qui viennent au Grand Prix, ils ont des sous, là, de façon générale. Là. Ils sont prêts à dépenser. Ils vont dans les restaurants, ils vont, tu sais... En fait, peu importe d'où tu viens, quand tu arrives au Canada, t'es riche. Ouais. Parce c'est ça. Que tu arrives avec des livres sterling, des euros, des dollars américains, t'es riche quand tu arrives ici. Là. Ça, c'est effectivement un fait. Là. Peut-être juste l'argent canadien Tower. Ça vaut plus grand-chose. Ça vaut plus grand-chose. Ils en donnent plus bien, là, de ça. Hein? Oui. Ça existe ça encore? Non, ils ont une carte de points. Je sais plus. C'est ça. Ouais. Mais bon.
Toujours est-il que c'est un événement qui est pas prêt de se terminer, sauf que il y a eu beaucoup de frustration de la part d'organisateurs, d'équipes, de ci, de ça. C'est de bonne guerre. Je pense qu'on s'est Ouais. bien défendu en disant le Grand Prix est sur une île, en marge d'une île. Effectivement, ça vient avec des contraintes. Ouais. On n'a pas un circuit en plein milieu du désert là, qui est flambant neuf. Fait que, tu veux avoir un Grand Prix dans une ville, dans une métropole qui a une histoire. Ben, ça vient avec des trucs à améliorer. Ouais, c'est sûr. Puis en même temps, on connaît pas nécessairement la réalité des autres villes qui accueillent le Grand Prix. Là, c'est pas vrai que c'est tout rose là dans les autres endroits. Fait qu'enfin bref, tout ça pour dire que ça va demeurer. Oui. Puis là, dans l'actualité aujourd'hui, là, je me souviens pas. Je me souviens pas. J'ai vu ça passer brièvement. Là. Il y a un retour sur la Formule E avec Denis Coderre. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une poursuite supplémentaire par rapport à la Formule E. On ramène ça sur la sellette. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais Je pense qu'on ramènera pas le Grand Prix de Formule 1. non, ça c'est sûr, mais n'arrivera pas. ça serait extrêmement dommageable pour Montréal que le Grand Prix du Canada disparaisse. D'autant plus que, tu sais, bon, à chaque année, t'avais les écologistes qui disaient « Ah, c'est effrayant de faire tourner ces voitures-là qui polluent à outrance sur le circuit, tout ça. » Et moi de dire, c'est pas compliqué. Pendant qu'il y a 40 voitures qui roulent sur un circuit, il y en a 200 000 qui sont pas sur la route, là. C'est ça. Après ça, tu peux dire, oui, mais il y a beaucoup d'avions qui ont transigé par Montréal ces jours-là, puis ça, tu viens de scraper l'équilibre au complet, là. Oui, mais c'est le principe d'une métropole. C'est un pôle d'attraction. C'est ça. T'sais. On n'est pas un village éloigné. C'est une métropole qui a besoin de touristes pour vivre et survivre, là. Ouais. T'sais. Ouais. Fait que oui, on a besoin d'avions qui arrivent ici avec plein de touristes, là. On a besoin de ça, là. Bon, on va jaser électrique parce que là, Mais, oui. Excuse-moi, puis on ne l'avait pas mis dans le plan, puis je me permets ça. Ouais. En fin de semaine, évidemment, j'ai rencontré quelques adeptes de la grosse brune, mais d'autres gens aussi qui m'ont posé une question à laquelle je n'avais pas la réponse, puis je ne sais pas s'il existe une réponse. Pourquoi il n'y a pas d'autres événements sur le circuit Gilles Villeneuve? Pourquoi on a cette richesse comme site-là, parce que j'estime que c'est une très grande richesse. Comment se fait-il qu'on n'a pas d'autres événements? Je sais que ça sert d'espace cycliste le reste de l'été, le reste de l'année, mais pourquoi on n'a pas un deuxième événement? Je n'ai pas envie qu'on ait des courses chaque semaine. Là, je comprends que mais ça peut servir à tellement de trucs. Mais en rappelle-toi, plus. au début des années 2000, on avait reçu la série NASCAR Canada. Ouais. Ce genre d'événement-là, pas nécessairement aussi grandiose. Oui, Saint-Lambert va broyer, Germain. Oui, c'est pour ça que je dis, on fera pas du drag 1.8 2000 non. comme d'autres courses un peu plus, comme d'autres pistes un peu plus régionales. C'est pas dans cette direction-là que je voudrais aller, mais de juste peut-être un peu mieux exploiter le circuit qu'on a et d'organiser un deuxième événement. Je t'ai nommé NASCAR Canada qui roule déjà un peu partout à l'échelle du pays. On a de beaux talents québécois dans cette série-là et pourquoi ne pas avoir une course l'hiver, Antoine? D'avoir une course de rallye l'hiver, il y a tellement de possibilités. Les possibilités sont infinies. Mais Alain, il parle d'une course de trottinette. Tu sais, une course de vélo électrique. Sais-tu ce que moi j'ai fait? J'ai partagé sur ma page Facebook personnelle il y a quelques semaines une photo que j'ai retrouvée dans mes vieilles affaires. Quand j'étais tout petit, mon père m'avait amené sur le circuit Gilles Villeneuve. Parce que il y avait des compétitions de boîtes à savon. J'ai vu cette photo que tu as partagée. Alors,
une boîte à savon, c'était essentiellement un genre de de go-kart, pas de moteur, bricolé à la va-vite, que mon père avait acheté, qu'on avait bricolé. Essentiellement, t'achetais une espèce de boîte à savon, t'avais juste à l'assembler en une demi-heure, puis c'était à peu près ça. Puis mon père me poussait là-dessus, puis C'était en bois? Oui, c'était en bois. Puis il y avait des centaines de boîtes à savon sur le circuit ce week-end-là. Puis écoute, puis mes souvenirs sont lointains, puis je peux malheureusement pas demander à mon père de me le raconter, là. Mais je me souviens très bien qu'il y avait énormément de gens, il y avait de l'engouement, les gens tripaient. Puis tu sais, c'est pas un événement automobile, là, mais on utilisait le circuit. Tout à fait. Il m'est arrivé à quelques reprises. Jean-Sébastien, il dit ça existe déjà, je sais pas de quoi, mais il m'est arrivé à quelques reprises d'aller sur le circuit Gilles Villeneuve, ne serait-ce que pour faire de la photo de voiture. Oui. OK? La sécurité m'a sacré dehors. Après 5 minutes. Après 5 minutes. Oui. Je m'installe dans un petit coin isolé, je fais 2-3... Est-ce que tu as un permis? Est-ce que tu as une autorisation? Oui, tout pour t'écœurer. Tu es là dans un but commercial, on te demande de sortir. Oui, c'est ça. Oui. Notre collègue Alain Morin est allé faire de la photo là une fois. Ça lui a coûté 500 pièces d'amende. Voilà. Puis il a été obligé de remettre sa carte SIM de sa caméra parce qu'il avait fait des photos d'une voiture sur le site sans autorisation. Regarde bien, là, c'est une rue de Montréal, là, ce que je cherche. C'est la Société du parc Jean Drapeau. Tu sais? En tout cas. Fait que c'est sûr que c'est une autre situation, c'est une autre réalité maintenant. Mais effectivement, tu as raison, c'est un endroit qui est sous-exploité, qui est magnifique, soit dit en passant. Et si l'île de Montréal avait l'air de ça, je peux te dire qu'on en serait heureux, mais c'est loin d'être le cas. Tu sais, tu vas visiter des villes. On était à Vancouver il n'y a pas longtemps. Le centre-ville de Vancouver, là, bon, évidemment, il y a beaucoup d'itinérance puis de problèmes sociaux. Oui, ils ont leurs enjeux là-bas aussi. Là, mais on parle d'accessibilité à l'habitation. L'urbanisme demeure une priorité. À Montréal, on parle d'accessibilité au logement et à l'habitation à Montréal. À Vancouver, ils ont leur lot de problèmes liés à ça aussi. Là, il y a Frédéric qui dit ils ont fermé Saint-Eustache, pourquoi pas reproduire ça sur l'île Notre-Dame? Non, tu peux pas faire du quart de mille ou du huitième de mille là-bas puis des shows de boucan. C'est pas l'esprit que j'avais en tête. Non. Mais juste d'utiliser pour une deuxième fois dans l'année ce circuit-là, j'y vois là un potentiel. Tu sais. Absolument. Absolument. C'est sûr que c'est un endroit qui est sous-exploité, qui est pas nécessairement facile d'accès, remarque, là, mais quand même. Effectivement, c'est pas... oui, l'accès est pas génial. Encore là, en métro, c'est pas si mal. Mais oui. Oui, puis comme tu disais, un événement hivernal. Oui, puis là, tu sais, on s'avance à rêver. Tu sais, je sais pas ce qui est possible, ce qui est pas possible. Je sais qu'on a des contraintes. Je sais que la Fédération internationale de l'automobile veut pas que le circuit s'abîme non plus dans le cadre de d'autres événements. Tu sais, je comprends qu'il y a un paquet de contraintes. Mais malgré tout ça, est-ce que ce serait possible d'organiser un deuxième événement à la fin de l'été? J'aimerais ça que oui. Une course de voiture sport électrique. Pourquoi pas? Comme la voiture que je conduis cette semaine, qui est roi de la transition. Le roi de la transition à Séville une fois de plus. Voilà. Alors, j'essaie cette semaine la Hyundai Ioniq 5N. D'accord. Elle est évidemment bleu pâle. Bleu pourde. Bleu poudre. Bleu pourde. C'est drôle parce que quand tu regardes la fiche technique du véhicule envoyé par Hyundai, ça dit que ça a des freins de 21 pouces dans des roues de 21 pouces. Je ne croirais pas. Cela étant dit, ça a 641 chevaux. C'est quand même lourd, là, c'est 2200 kilos, là, mais ça a 641 chevaux. C'est beaucoup de puissance. Tellement rapide en accélération que ça me donne mal au cœur. J'avais constaté la même chose en essayant la Taycan Turbo S de Porsche sur un circuit. Écoute, on avait fait du circuit toute la journée avec différentes voitures Porsche à Mosport. Puis,
On avait roulé des Cayman 718 GTS. Après ça, on avait roulé des 911. Puis on a roulé Panamera même, puis on avait roulé des Taycan turbo. Mais la Taycan est tellement lourde, les transferts de masse sont tellement importants. La voiture est capable de tout faire. Mais ton corps a de la misère à s'adapter parce que les transferts de masse sont trop importants, même si la voiture demeure stable. Il y a une absence de prévisibilité aussi. De par le son. Oui, c'est ça. Ben oui. Et je ne sais pas à quel point on s'habitue ou non à ça. Mais il y a une absence de prévisibilité, ça c'est sûr. Miguel, il dit, on va pas amener Antoine à la ronde. Et je le sais ce qui s'en vient à la ronde, tu sais, puis faire le monstre. Je viens de vous prouver que ça fait longtemps que je suis pas allé, là, parce qu'il y a eu bien des manèges installés depuis, là. Mais, je suis jamais allé. Tu sais, ouais, je sais, toi, t'es moyen mon genre. C'est moyen ton genre. Mais ça étant dit, une Ion X5, ça, puis là, il y a un mode sur le volant qui s'appelle NGB, où là, tu as une surpuissance pendant un court laps de temps. Tu boucles le 0-100 en 3,4 secondes. C'est extrêmement rapide. Mais tu roules 80, tu mets le pied au fond, puis ça répond comme quand tu pars de zéro, là. Ça s'essouffle pas, ce qui est rare pour une voiture électrique. Oui, parce que quand tu atteins 80 ou 100 km/h, souvent tu atteins un plateau, puis après ça, les reprises sont moins foudroyantes. Mais c'est drôle de voir ces données de rapidité-là, parce que c'est parce que je cherche, tu sais, si ça, c'est l'avenir du sport automobile, ça m'intéresse pas. Puis pas parce que... On peut simuler un passage, on peut simuler qu'on rétrograde un rapport, on peut simuler le pop and burple, l'échappement qui va pétasser. Comment t'as dit ça? Pop and burple. OK, d'accord. C'est un vrai terme anglais, tu auras deviné. Cracks and pops. Cracks and pops, tu vois, d'un manufacturier à l'autre, le son est différent. Fait Jean-René qui me demande c'est quoi l'autonomie, c'est 356 km, puis c'est exactement ce que ça fait. Mais pas le pied au fond. Non, le pied au fond, non. Fait que tu peux tout simuler pour te donner l'impression d'un comportement et d'un rendu d'un véhicule à essence, mais dans un véhicule électrique. Et moi, là, j'aime pas ça, les jeux vidéo. J'aime pas ça. Mais c'est pas juste ça, c'est que tes sensations ne sont pas celles d'une voiture mécanique. Et là, on est assis en face de ta Camaro, puis je la prends en exemple, parce qu'on est assis en face d'elle, les gens la voient pas. Mais quand tu rétrogrades une voiture sport à boîte manuelle avec un moteur V8 qui est propulsé... Tu fais corps avec l'auto, elle te parle, tu sais ce qui se passe. Oui. Et là... Ben, c'est mon prochain point. L'Ion X5, là, t'as beau la pousser, tu feras jamais corps avec une auto de 2200 kilos. Tu sais pas comment elle va réagir. Oui, il y a une espèce de mode drift, mais avant que je fasse de la drift avec ça, puis je sois capable de contrôler une Ion X5N... Et sa réaction... Puis attends, avec les galoches de pneus qu'il y a là-dessus, là, c'est dû, je l'ai noté, 275, 35, 21. C'est pas bon, là, ça. C'est beaucoup de friction sur l'asphalte, là. Ça affecte l'autonomie. Oui, ça l'affecte pas mal. Mais c'est ça, c'est que oui, c'est capable de faire des prouesses incroyables. J'en suis persuadé. Mais ça va prendre un pilote qui a aucun problème de mal de cœur, ce qui n'est pas mon cas, puis qui va être capable de tenir puis d'oser avec une bagnole comme ça, parce que c'est pas intuitif, mais pas du tout. Puis au-delà de ce que la voiture est capable de faire, il y a l'aspect plaisir d'une voiture sport que tu veux aller chercher, et je n'ai pas le choix de te dire que dans une auto comme ça, j'en ai absolument pas. Tu as, oui, les capacités d'une bagnole de haute performance, mais ça te coûte très cher en confort, parce que pas besoin de te dire que c'est assez tape-cul, merci. Parce que c'est extrêmement pesant, et en plus, on compose avec des suspensions sport qui sont très raides. Donc puis des pneus qui sont aussi épais qu'une timing belt, fait que, tu sais, bon, ça te donne le résultat que ça peut. C'est capable, là. Sur le plan technique, c'est une voiture qui est fascinante, mais sur le plan du plaisir au volant, moi, j'en ai pas. Puis tu donnais des chiffres de rapidité, tu sais, et ça me fait un peu sourire en coin, parce que est-ce que c'est la rapidité que les gens veulent vraiment? Tu
Tu sais, là, c'est le combat du 0-100 le plus rapide, puis le tour Ouais, du ouais. Nürburgring, puis tout ce que tu veux. Mais celui qui achète un véhicule électrique, il veut juste qu'il se recharge plus rapidement. Est-ce qu'on serait pas mieux de dépenser en recherche et développement de ce côté-là plutôt que d'augmenter la puissance puis de diminuer les accélérations? Tu sais, un Silverado électrique, ça a 700 chevaux, Ouais. ça pèse Pas ça qu'on 8600 veut. livres. C'est Non, pas ça qu'on veut. c'est C'est ça. pas ça qu'on veut. Alors, Frédéric, de dire on est loin de la Scoop, on est loin de la Hyundai Scoop, oui, effectivement. Effectivement. Ouais, la Scoop n'était pas offerte en bleu poudre de même, puis la version turbo faisait 115 chevaux. Que de chemin parcouru. Que de chemin. N'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Puis, quelqu'un disait Quel était le aussi- slogan de la Scoop en 91? Je ne sais pas. Moi, je me souviens très bien de la pub. Vas-y. Elle disait « Une surprise joliment sportive, signée Hyundai ». Joliment sportive. Oui, voilà. C'était pas laid, une Scoop, là. Non, Pour non, l'époque, là. Non. Tu sais, esthétiquement, c'était quand même réussi. C'est mécaniquement que c'était un peu moins convaincant. C'était Mais moins bon, sportif. c'est ça. Quelqu'un demandait, tu sais, en fait, faisait le commentaire, LOL, Hyundai et Sport dans la même phrase. Tu sais, il y a une voiture que je trouve absolument horrible, horrible au point où un ami m'a fait un chandail avec cette voiture-là. C'est la Elantra N. On l'avait conduite Ouais. sur circuit il y a quelques années. Ouais, ouais. C'est une vraie sportive, là. Ça, oui. Il y a, tu sais, Ouais. on peut prendre de haut Hyundai si on veut, mais sur le plan sportif, une Elantra N, pas N-Line, là, vraie N. Ce que les Coréens... C'est une vraie sportive, très bien chaussée, avec une bonne boîte, des accélérations impressionnantes. Elle est laide pour mourir, là, puis je me tente pas de le dire, mais c'est une vraie sportive. Moi, je lève pas le nez sur cette voiture-là, que je trouve laide encore, là. Oui, de tous les angles. De tous les angles. OK. Mais, encore une fois, Oui, c'est une auto compétente, j'en conviens, oui. mais j'ai pas de plaisir à conduire ça. Ben, Parce moi, qu'elle j'en me ai. parle pas. Moi, j'en J'ai ai. bien plus de fun au volant d'une GTI. J'en ai au volant d'une C'est- Elantra N. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir la personnalité qu'une voiture qui a un historique et un patrimoine. Tu sais, justement. Ah, ben, OK, mais ce que je veux dire, c'est que la voiture te parle pas. Tu fais pas corps avec l'auto comme avec une GTI ou même une Civic SI. Tu sais, on rigole, la Civic SI, mais c'est une petite voiture bien le fun à conduire, là. Tout à Tu fait. sais, fait que le plaisir au volant, pour moi, demeure important. Le sentiment de faire corps avec la machine, d'être en parfait contrôle de la voiture. Moi, une Elantra N, là, c'est vrai que les performances sont là. C'est vrai que sur circuit, ça te bouffe une Civic SI comme Oui. ça. C'est très Mais j'ai efficace. tout le temps peur que le derrière décroche. Je suis pas certain comment la jauger. La direction, c'est pas encore ça. Tu sais, Mais c'est une vraie sportive. mais c'est une vraie sportive. Là-dessus, on s'entend. Tu sais, fait que, mais tout ça pour dire que l'Elantra N, là, il y en a qui comparent ça avec une EV6 GT chez Kia. Ouais, non, l'Elantra, il y a une coche de plus, là. Que- Pas l'Elantra, excuse, l'Ioniq 5. Est-ce qu'on va répondre chez Kia? Probablement. Mais en même temps, Kia et Hyundai se dissocient de plus en plus, lancent des produits qui leur sont propres. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant. Eux autres, ils savent comment vendre des véhicules, là, tu sais. Ah, définitivement. Tu sais, je regarde ça aller, là. Tu sais, GMC qui dévoile des copies de Chevrolet encore Cadillac. aujourd'hui. Je suis comme, come on, Tu là, sais, forcez-vous. un Cadillac optique, là, tu sais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, amenez-nous des produits originaux, différents, je Mais sais ce sera pas, plus tu ça sais. avec des plateformes qui vont servir à tout, là. Tu sais, tu Le vas pire, te- c'est qu'ils sont capables de le faire. Ouais, mais tu tu vas sais. avoir la même plateforme, les mêmes batteries, les mêmes moteurs électriques. Tu sais. Ouais, mais là, on va peut-être Tu vas slacker avoir un peu, là. Une petite coquille qui va être différente, mais ça va être tout, là. Mais on va peut-être slacker un peu. Parce que là, les électriques, là, tu sais, on riait bien de Ford, là, qui a pas fait d'autre chose avec sa plateforme de Mustang Mach-E. Ils auraient aimé ça, pouvoir faire autre chose. ouais, là. ouais, mais- Toi sur moi que si ça avait été un peu plus sérieux comme démarche, on l'aurait fait. Oui, mais en on même l'a temps, pas fait. ils ont comme eu raison de le faire parce que, tu sais, GM a le vent dans les voiles, là, on multiplie les Ultium à toutes les sauces, là. C'est une question de temps avec Buick débarque avec 2 produits électriques, puis Cadillac, on en a Wildcat, déjà 3, puis bon, peu importe, là. Mais le truc, c'est que il y a quand même un sacré risque à
à mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu sais, quand tu t'appelles Tesla puis que tu es une entreprise qui fait que de ça, c'est une chose. C'est correct. Mais quand tu es un constructeur dont le modèle d'affaires est basé sur la vente d'un F-150 avec un V6 EcoBoost, de se concentrer sur de l'électrique pour répondre aux normes des gouvernements, c'est un sacré défi. Fait que, moi, Regarde d'autres constructeurs comme Honda et Toyota, tu sais, qui sont arrivés, eux autres, ils ont lancé des véhicules de conformité, puis c'est tout, là. Ben voilà. Puis chez Honda, on s'est même pas badré. On a dit, bon, qui en fait des véhicules électriques? Ah oui, GM, bon, parfait. On va mettre un logo en avant, puis ça va finir là. En attendant, on continue de développer ce qu'on fait de bien, c'est-à-dire l'hybride. Puis on s'en moquait bien, hein. Tu sais, et moi, le premier, quand on a appris qu'en Ontario, on allait développer une usine de véhicules hybrides, je me disais, bon, ça y est, Honda arrive 25 ans trop tard, tu sais. Ouais. Puis là, c'est peut-être une réponse. Tu sais, c'est ça. C'est mon prochain point. C'est-à-dire, c'est mon prochain point. C'est-à-dire que là, tu vois les ventes de véhicules électriques stagner. Je veux pas dire planter. Ça plante dans l'usager. Oui. Les valeurs chutent dans l'usager, puis c'est très facile à comprendre. Il n'y a pas de crédit dans l'usager. Il y a des inventaires dans le neuf, puis on donne des promotions dans le neuf. Fait quand t'acheter un ID4 usagé 2022 financé à 10%, pas de crédit, ou acheter un ID4 2024 à 2,9% avec 12 000 de crédit, on se pose pas la question. Ça affecte énormément les valeurs dans l'occasion, c'est certain. Ouais, c'est ça. Mais l'autre réalité à laquelle on pense pas toujours, c'est le fait que en au Canada, tout ce qui s'appelle industrie automobile tend vers l'électrique. T'as Bright Drop en Ontario qui fait des camions de livraison électrique. T'as Lion Électrique qui fait des véhicules commerciaux. Tout ça est électrique. Bon, t'as Volkswagen, 13 milliards d'investissements du gouvernement pour une usine à Saint-Thomas de batteries de véhicules électriques. Nordvolt s'installe ici avec une batterie de véhicules électriques. GM à Bécancour fait des composants de véhicules électriques. On sait que l'usine de Ford s'est retardée d'à peu près 2 ans, mais l'usine qui fabriquait le Edge puis le Nautilus, production rapatriée en Chine, on va fabriquer des véhicules électriques en Ontario. Stellantis, l'usine qui fait la Caravane en ce moment, on va fabriquer une Charger électrique dès l'automne. Fait que toute la production de véhicules canadiens, ou la nouvelle production, on a vraiment pris le virage. On a vraiment pris le virage. Fait qu'imaginez-vous la force des lobbies des constructeurs face au gouvernement canadien. C'est pour ça qu'on a conservé le 5 000 de crédit au fédéral, là. On n'a pas le choix. Parce que faut vendre les véhicules qu'on va produire. Qu'on va produire, c'est ça. En fait, le seul nouveau véhicule là qui sera pas un véhicule... bon, il y a les usines en place. Là. Honda, Toyota fabrique des RAV4, des CR-V, puis ça va demeurer. Mais l'ancienne usine de Brampton, en Ontario, qui fabriquait les Charger Challenger 300... là, va être converti pour la fabrication des Jeep Compass à essence. Compass de nouvelle génération. Parce qu'on met plus une scène dans le modèle actuel. Et c'est une bonne chose. Mais c'est ça, c'est de la multiplication de véhicules électriques. Fait que c'est sûr que le gouvernement, d'un côté, dit objectif 2035, 0 émission, puis bon, ça arrivera pas, là. On s'entend là-dessus. Mais en même temps, le Canada veut devenir de plus en plus le chef de file en fabrication de véhicules électriques. Et on est très généreux en subvention dans cette optique-là. Ouais, c'est ça. Frédéric, il dit on va rouvrir l'usine de Bromont, faire des Hyundai EV. Je ne croirais pas. En fait, c'est très drôle parce qu'il y a une entreprise, je crois, coréenne qui s'est installée en Estrie pour produire des pièces de batterie. Ça a été très peu médiatisé. OK. Mais oui. Fait que tu sais, bon. Je pense pas que c'est à Bromont directement, là. J'ai Granby en tête, mais c'est peut-être Sherbrooke, là. Je veux pas m'avancer, mais effectivement, c'est un drôle de clin d'œil avec Hyundai qui n'aurait été que de passage à Bromont il y a quelques années. Mais ça aurait quand même permis à la police de Granby d'avoir de belles sonatas de police. Sans quoi elle ne les aurait jamais eues. Non, ça c'est certain. Mais tout ça pour dire que là, on assiste à une espèce de déséquilibre, c'est-à-dire, OK, la population achète moins d'électrique, commence à faire un pas de recul, réalise que les coûts d'entretien sont là, que c'est pas réparable, que ça bouffe des pneus à vitesse grand V,
qu'il y a quand même des véhicules qui sont bien intéressants, puis que là, il y a une multiplication d'offres qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Je pense que les gens ont été très mal habitués aussi à l'époque où on avait 2 ans d'attente pour un véhicule neuf. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passait du côté de l'occasion? Les valeurs étaient très, très, très élevées. Mais la réalité, là, c'est qu'un véhicule, ça déprécie. Puis là, on a comme réatteint cet équilibre-là. Fait qu'effectivement, si tu as acheté un ID4 en 2022 puis tu veux le revendre en mi-2024, ben non, tu feras pas d'argent avec ça. Non, tu vas en bouffer pas à peu près. Voilà. Ben, tu sais, j'ai vu passer un commentaire, oui, le coût des assurances est élevé sur les véhicules électriques, bon, tout ça, mais puis il y a quelqu'un qui disait, ça a pris 4 mois pour avoir mon EV6, puis vous pourriez pratiquement, si vous n'êtes pas piqué sur la couleur ou bon, l'avoir en livraison immédiate. Ça commence à être réel. Hyundai et Kia sont ceux qui gèrent le mieux leur inventaire. On peut certainement dire ça parce que il y a encore une forte demande pour l'Ioniq 5, puis ça colle pas d'un coup, là. Non. Ce qui est pas le cas d'un ID4, ce qui est certainement pas le cas d'un BZ4X. Ça écoute la quantité de BZ4X. Quand j'étais à Québec la dernière fois, le concessionnaire qui est à 40, là. Ouais. Il y a une rangée de BZ4X à perte de vue, là. Ouais. Tous plus laids les uns que les autres et tous disponibles pour livraison immédiate. Ça, là, ça vient de te prouver que... Puis, achète un BZ4X, puis retourne le lendemain au concessionnaire. Ouais, finalement, il change d'idée, j'aimerais ça d'autres choses. Ouais, on va peut-être vous faire... T'es collé avec. T'es marié avec. Ouais. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire avec ça. Pas le lendemain, parce que par la loi, tu es obligé de le reprendre, mais disons 15 jours plus tard. Là. Ouais. C'est ça. C'est vraiment... Donc, le marché stagne. Moi, je vais analyser ça avec beaucoup d'attention dans les prochains mois. Mais il y a une chose dont je suis certain. Les véhicules électriques les moins chers vont demeurer très, très hautes sur le marché. La Fiat 500 va l'être. Les véhicules les moins chers, tout court, oui. vont demeurer intéressants. T'as un point. N'importe quel véhicule à essence à moins de 30 000 perdra pas énorme. Sa dépréciation va être limitée. Là. Ouais, mais tu vois, en même temps, je faisais une petite étude, je regardais des trucs cet après-midi, puis le Ford le moins cher que tu peux acheter en 2024, c'est un Maverick XL de base qui coûte 35 395. Bonne chance si t'en veux un. Ouais. La Honda, la moins chère, c'est une Civic. 28 750, un modèle de base. Il n'y en a pas chez les concessionnaires. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Chez Jeep, le véhicule... Tout le monde te parle du RVR, Antoine. Oui, je le sais. Le RVR, on va y revenir. Mais chez Jeep, le véhicule le moins cher, c'est tiens-toi bien, un Compass Sport sur des roues d'acier à 41 015 $. Là, t'as pas mis une option, là, puis ça fait parent pauvre en tabarouette là, à 41 000 $. C'est épouvantable. T'es bien mieux d'acheter un RVR rendu là. Ben, il va être 15 000 de moins que ton Compass. Puis Germain, tu vas être heureux d'apprendre que non seulement le RVR revient en 2025... Oui, mais il est inchangé. Quelle bonne nouvelle! Mais va probablement aussi demeurer pour 2026. Ben, pourquoi pas? Moi, je le garderai encore 10 ans. Pourquoi pas? Bon, c'est sûr que ça commence à être un petit peu archaïque sur le plan technique et... Ça fonctionne. Dominique, il dit 41 015 $, c'est 41 000 de trop. Oui, c'est ça. Mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Mais Mitsubishi va arriver avec des petites nouveautés éventuellement, mais le RVR, c'est aujourd'hui ça va être la porte d'entrée parce que la Mirage disparaît. Puis bon, ça permet à Mitsubishi quand même de faire du volume. Là, il y a une grosse partie des RVR, on va l'admettre, là, que c'est du fleet, là, c'est des véhicules de location. C'est correct. Mais oui, ça sort à prix raisonnable. Tu sais, fait que voilà. Je vous parlais tantôt de la fourgonnette qu'on fabrique à Windsor chez Chrysler. J'ai appris cette semaine, puis c'est peut-être moi qui étais un peu en retard dans les nouvelles, mais on fabrique la Grand Caravane, la Pacifica, sur la même ligne que la future Charger. C'est-à-dire que la nouvelle Charger avec la STLA, là, la nouvelle Charger qui va
pouvoir être livré en modèle à essence ou en tout électrique va être fabriqué pas sur une ligne à côté à Windsor, sur la même. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Alors, imagine-tu, t'as Parce que la ligne actuelle de la Pacifica qu'on modernise, là. date de quelle année? L'arrivée du Pacifica, c'est 2017? Ben, on a commencé à les fabriquer en 2015. 2015. Comme modèle 2016, ouais. OK. Fait que la Pacifica a 10 ans cette année, là, tu sais. C'est ça, on était encore loin d'une Charger électrique à ce moment-là. Ouais. Je veux bien croire qu'on aura rajeuni, renouvelé, modernisé, appelle ça comme tu veux, la ligne. On est loin d'assembler une voiture qui soit électrique ou à essence. Ben ouais, c'est sûr. Mais en même temps, si on a cette possibilité d'une polyvalence au niveau de la chaîne de montage, tu sais, moi, j'ai été inquiet sur l'avenir de la fourgonnette Chrysler, puis effectivement, qu'ils sont plus dans le coup du tout, là. Non. Hey, tu sais que t'as pas une Pacifica aujourd'hui, même de base, là, pleine, là, en bas de 55 000 $. Pas cher, hein? C'est épouvantable. C'est une belle aubaine. Une Pacifica Pinacle 4 roues motrices, sais-tu combien ça coûte? 84. Non, peut-être pas tant que ça. OK. 79. Ah, ben, j'étais pas si loin. T'étais pas si loin. Puis on te la finance à 6,49, là. Voilà. Tu sais, Fait que demande-toi pas pourquoi des modèles d'occasion d'ancienne génération se vendent à des prix qu'on a l'impression d'être irréels, là. ouais. Tu sais, parce que ça reste de payer trop cher une grande caravane d'occasion reste quand même beaucoup moins cher qu'une grande caravane neuve. C'est ça. Puis en plus, il n'y a pas de promo. C'est pas comme des produits Jeep ou des Ram où on te donne des 15% de rabais ou des trucs de même. Il n'y en a pas là, sur des fourgonnettes. Fait que le résultat, c'est qu'en 2023, au détail, Kia a vendu plus de Carnival que Chrysler a vendu de Pacifica / Grand Caravan au Canada. J'ai pas de misère à le croire. Le volume total était supérieur chez Chrysler, mais il y avait beaucoup de fleet là-dedans. Donc, tu sais... En même temps, pour une fois, le client a raison parce que la Carnival est un produit plus intéressant. Ben oui, tout simplement. Des fois, simplement. tu regardes les chiffres de vente puis tu dis, ah ouais. Ouais. Puis regarde bien ça l'année prochaine. Regarde avec un modèle hybride. Avec un modèle hybride, puis remis à jour, là, tu sais, remis au goût du jour, là, ça va être quand même intéressant. Là. Déjà que c'était très bien, une Carnival, ça promet pour la version mise à jour. La nôtre est rendue à 85 000 km. Rien à dire. Rien à dire. On vient de faire les freins, là. Ça fait du bien. Bon, d'accord. C'est ça. Mais bref, très hâte de voir ça. Je voulais rapidement parler de l'annonce qui est passée aujourd'hui. Ça coûtait 59,99 faire une vidange d'huile chez Costco. Ben, un trio hot dog, c'est 1,99. Chez Costco? Oui. Ouais. Mais imagine-toi comment ils faisaient pas d'argent. Ouais, ben... Parce que l'huile, en tant que telle, à elle seule, coûte 5 litres d'huile, là, ça coûte 60$. Ben, en tout cas, 45, là, certains. T'as pas payé le fil, t'as pas payé la main-d'œuvre, puis tu t'es pas sali les mains, puis t'as pas récupéré la vieille huile non plus. Fait que, on s'entend dessus que même si eux payent l'huile au coûtant, même qu'ils paieraient le gallon 30$. Ça fait pas très payant. C'est pas très payant. Et là, ben, ce que Costco a décidé de faire, c'est de cesser les vidanges d'huile parce que c'était trop. Tu sais, là, ils bouffaient de l'argent, là, littéralement. Remarque, ils doivent en perdre aussi avec les poulets barbecue à 7,99. Oui, parce que ça non plus, c'est pas très cher. Mais j'ai peut-être l'impression que, puis là, on s'éloigne largement du cadre automobile, mais j'ai peut-être l'impression que Costco revoit certaines stratégies parce que si on arrête les changements d'huile, on arrête aussi aux États-Unis de vendre des livres. Ouais. Je crois que ça n'a pas été confirmé encore pour le Canada. En fait, ce qu'ils nous ont confirmé pour le Canada, parce qu'évidemment qu'on est allé aux sources, là, on va conserver on va conserver des livres au Canada pour encore une certaine période, mais des ventes du guide de l'auto, par exemple, ne seront pas affectées parce que le problème des livres, c'est de gérer l'espace. Un guide de l'auto, beaucoup de place, c'est pesant. C'est ça. Mais un guide de l'auto, c'est sur un coin de rangée, c'est dans un présentoir qui lui est propre. Tu déplaces le présentoir ou tu le remplis une fois qu'il est vide, puis c'est pas plus compliqué que ça. Mais des livres qu'on gardait longtemps, qu'on déplaçait, qu'on passe notre temps à bouger parce que l'inventaire du Costco change beaucoup, c'est ça qui était problématique.
évidemment que pour le guide de l'auto puis pour l'annuel de l'auto, c'est un gros enjeu parce que c'est facilement 30, 40, voire 50% des ventes là, selon les années qui se font chez Costco. Donc, c'est sûr que si on arrête chez Costco de vendre ces livres-là, ça va faire mal. Mais ça n'affectera pas. Mais ça va affecter les livres d'auteur, par exemple. Des livres de recettes qui restent là à l'année, éventuellement. Bon, c'est ce que j'ai compris, là. Okay. On veut avoir peut-être un peu plus de roulement. Mais on va continuer à vendre des pneus chez Costco, parce que en termes d'inventaire, d'accessibilité à des pneus, ça a l'air de rien, mais Costco fait un sacré bon boulot. Puis les prix demeurent raisonnables aussi. C'est un gros compétiteur des experts en la matière. Et c'est très logique. Tu es toi-même un utilisateur de Costco. Tu restes là en combien de temps en moyenne? 1 heure? Ouais. Ben, tu fais faire ton changement de pneu. Voilà. C'est très, très, très logique. Ouais. Exactement. Je vais remplir ma bonbonne de propane de barbecue. Je fais tous mes trucs là-bas. En anglais, ils disent le one-stop shop. Le one-stop shop, exactement. C'était ma dernière cette semaine avec l'ami Gino. Ben oui, qui t'a bien repris, qui t'a dit que non, il ne prenait pas sa retraite. Non, c'est ça. Bon, j'ai fait une espèce de parallèle un peu léger avec les voitures de l'année parce que lui a commencé sa carrière télévisuelle, puis évidemment, je parle de Gino Chouinard, sur Salut Bonjour, a commencé sa carrière télévisuelle en 94, année où je graduais du secondaire, où tu n'étais encore qu'un produit de l'imagination future, et où... Mais de plus en plus concret quand même. Ouais, ça s'en venait, là. Et où Gino a commencé sa carrière télévisuelle. Fait qu'on a fait une espèce de parallèle à travers les années de véhicule de l'année pendant que lui poursuivait sa carrière. Et puis c'est ça. Bon, c'était ma dernière chronique avec Gino qui quitte Salut Bonjour à la fin de la semaine prochaine. Il y aura un paquet d'émissions hommages, j'en suis certain. Mais je veux juste prendre 2 secondes pour le remercier de sa générosité puis de son intérêt parce que c'est pas nécessairement facile de s'intéresser à tout. Puis il y en a plusieurs qui visiblement ont peut-être un petit peu plus de misère à s'adapter à ce genre de chronique-là, tu sais, c'est sûr que j'ai pas beaucoup d'exemples, honnêtement, parce que j'en ai fait beaucoup de la chronique automobile, là, puis écoute, j'ai fait des shows du matin avec Saskia Thuot, avec Gildor Roy, tout ce monde-là était intéressé. C'est que dans la même heure, tu vas parler de météo, de circulation, de politique, de sport, d'automobile, d'art et spectacle. Tu parles de tout. C'est quand même un sacré défi d'avoir un minimum de connaissances et d'intérêt pour tout, finalement. Là. Exactement. Et puis, on a conclu la chronique avec Mathieu Roy, qui a acheté le véhicule de l'année de cette année, qui est le Kia EV9. Alors, ça a été ça. Fait que c'était juste un petit clin d'œil pour l'ami Gino Chouinard qui s'en va à la fin de la semaine prochaine. En même temps, c'est demain qu'Arcan? Paul Arcan, d'après ce que j'ai compris, demain sera... la dernière. Demain sera la dernière. Il y a 2 semaines, c'était la dernière de Yves Desautels après 40 ans à la circulation à Radio-Canada. Tout le monde arrête, là. C'est land of opportunity pour les shows du matin, là. Vraiment, là, ça va changer énormément la donne. Et puis même Paul Arcan, moi, je l'ai beaucoup écouté. J'ai pas trouvé... Pour un show du matin, là, il n'y a pas d'équivalent. J'ai très, très hâte de voir comment va se dessiner l'écoute radiophonique matinale au Québec suite à son départ, parce que ça va changer la donne complètement, là. Moi, si j'étais Patrick Lagacé, là, je peux te dire qu'en septembre, au retour, là, j'aurais la patate qui pomperait parce que la pression est forte. D'après moi, il dort pas beaucoup, puis c'est pas à partir de cet automne qu'il va dormir un peu plus en se levant à 3h15. Mais et là, on est dans un élan spéculatif. Est-ce que Gino pourrait devenir porte-parole d'un manufacturier automobile? Ben, écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que on en avait déjà parlé. Mais Gino avait eu une offre de la part de Kia avant que ce soit... On avait même vu une publicité à la télé. Ouais, c'est ça. Ça n'avait pas été très, très long. Non. Et en fait, j'ai
pratiquement envie de te dire qu'il va recevoir des offres, là. Ben, j'espère. C'est sûr. J'espère. Il me l'avait dit lui-même, il dit, il a fallu que je dise non à un très gros chèque. Ben oui. Tu sais, sans dévoiler les montants, c'est certain que c'est très... Puis je te dirais, en ce moment, que les porte-paroles automobiles au Québec, ça plafonne un peu, là. Je vois les pubs passer. On en a plein. Oui, mais les messages passent difficilement. Oui. Tu sais, moi, je suis de moins en moins convaincu de ce que Karine Vanasse fait chez Nissan. Ben, parce que Nissan, c'est Nissan. Est de moins en moins convaincant aussi. Ouais. Là, mais tu sais, Mélissa Desormeaux-Poulain chez Kia, ben, elle est meilleure comédienne, là, de beaucoup, je te dirais. Est-ce qu'on a atteint un plafond avec Pierre-Luc Funk chez Vaux? Ben, ça, j'ai l'impression que ça n'a pas été développé beaucoup. La pub dans l'ancienne station-service, OK, celle-là m'a fait sourire un peu. Il y avait un peu de recherche derrière ça, c'est bon, mais il va falloir continuer à travailler dans ce sens-là. Je pense qu'il faut pas juste aller chercher un porte-parole, mais il faut aussi avoir une compagnie de publicité, de marketing, appelle ça comme tu veux, qui va être très créative, et un constructeur qui va vouloir faire preuve de créativité, parce que j'ai l'impression que c'est de la part du constructeur où on fait preuve des fois d'un peu trop de conservatisme, ben on veut pas être très, très éclaté. Là, en même temps, on essaie des choses, puis des fois, ça marche plus ou moins. Là. Le ouais, on en rit plus qu'on le considère, tu sais. Oui. Ce n'est pas devenu une expression populaire dans le vocabulaire des Québécois, non. le « wa ». Non, pas en tout. Mais... Ça passe pas vraiment. Frédéric Moisan qui parle d'Yvon Deschamps qui vendait la Firefly. Effectivement, c'était des bonnes pubs. Il y a eu beaucoup d'essais d'erreurs. Ouais, c'est ça. Puis, on a peut-être été mal habitués avec des gens comme Guillaume le Métis-Vierge, qui a devancé Marie-Lou chez Hyundai, Martin Matt chez Honda, qui ont été là excessivement longtemps. On n'a pas besoin d'avoir un porte-parole à vie. On peut engager un comédien, un humoriste, une vedette pour un temps, entre guillemets, limité, ou pour une famille de produits. On n'a pas besoin d'avoir le mariage pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là, comme ça a été le cas avec Jacques Duval aussi. Là, bon. C'est ça. Mais là, j'ai eu vent. Puis on passe à autre chose. Là. J'ai eu vent de la part d'une association de quelques concessionnaires Chrysler qui me disaient... tu sais, il y a eu Antoine Bertrand, à un moment donné, qui faisait des pubs de Ram. Oui, c'est vrai. Avant ça, évidemment, il y avait la voix de Dan Bigra. Là, c'est rendu Martin Petit. Ouais. Puis ça a l'air que ça plafonne encore, puis que ça pourrait arrêter éventuellement. Dire, chez les concessionnaires Chrysler, on plafonne dans... Ouais, c'est ça. Les chars sortent pas, là. Ouais, c'est ça. Hey, il y a encore du RAM classique 2023 à 25 de rabais, à 0% de financement sur 72 mois, là. Faut que ça décolle, là. Oui. Tu sais, on est quelle date, là? Ah oui, on est en juin 2024. Tout à fait. Tu sais, ça commence à être fatigant, là. Des 20% de rabais sur des grandes Cherokee, là, c'est ça. Fait que là, il y a beaucoup de name drop, de noms, de publicité. François Legault, qui va faire des pubs. Je ne suis pas certain. Hey, je vous sors ma brochure de la semaine. Oui. Celle-là là, est pour Paul, parce qu'il faut quand même raconter ce que Paul Simmons de Kenny Upal a fait la semaine dernière. Je vous ai présenté une photo de la Pontiac G6 avec le toit Sky, comment on appelait ça? Bref, c'est un toit avec multiples panneaux de verre. Et Paul qui a l'air d'une porte patio. C'est ça. C'est un peu particulier. Et Paul, chez Kenny Upal, je lui avais mis au défi, je suis pas sûr que tu en as un toit comme ça sur des G6 dans les centres de recyclage chez Kenny Upal. Ben, il en a trouvé un.
T'as-tu une illustration sur ton J'ai une téléphone? illustration, mais là, ça va être très, très, très moyen. Ouais. On peut inviter les gens à visiter le groupe Kenny Youple Insiders, où Paul et ses collègues partagent des photos de voitures inusitées. Bien Et souvent. bizarroïde, ouais, c'est ça. Bizarroïdes. Et j'ai pas le choix d'admettre qu'ils ont relevé le défi de trouver une Pontiac avec ce toit-là. Et, De très, très drôle de façon, par contre. oui. Puis Tristan nous demande quand est-ce qu'on fait notre live annuel chez... Attends, je vais le montrer. Quand est-ce qu'on fait notre live annuel chez Kenny? Ben, on parle avec Paul cette semaine, on va régler ça. D'accord. Alors, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un Pontiac G6 et ils ont découpé le toit pour recréer les panneaux de toit de verre qu'il y avait. Si c'est pas ça, la créativité. Ça, là, il y a il y a quand même quelqu'un qui a mis du temps là-dessus, puis ça a donné quand même quelque chose d'assez réussi. J'ai quand même le feeling que ça va se fermer un peu plus difficilement. Il pourrait y avoir des fuites d'eau. Oui, mais pas c'est quand même 100% très, étanche. très, très, très drôle. Alors, C'est pas 100% étanche, mais 100% créatif. ouais, exactement. Alors, chapeau à Paul de Kenny Youple. Et mon prochain défi pour toi, Paul, sera de trouver l'emblème du véhicule que je vous présente cette semaine. Voici le kit de presse de la Cadillac Catera. Et montre l'épaisseur parce que Ouais. c'est C'est un véritable cartable de cuir, un cuir de qualité supérieure à celui des sièges d'un Toyota BZ4X. Bon, évidemment, à l'intérieur de la pochette, vous aviez toutes les diapositives. On est en 1996. Fait que toutes les diapositives de toutes les images de cette voiture-là. Le poster que j'ai jamais déplié, fait que je le découvre avec vous en même temps, là. Oh. Mais je suis pas sûr qu'il va rentrer dans l'auto. Ouais, c'est ça. C'est un peu grand. C'est la Cadillac. Voici, voilà. Tu ne l'as pas mis au-dessus de ton lit, ce Non, poster? non, ça passait pas au conseil. Bon, et il y a évidemment le livre avec toute l'information à l'intérieur. Voici la dite Cadillac En français Catera. ou, Non, pas en français. Non, c'est ça. Fait que on avait mis beaucoup d'efforts pour une voiture qui finalement n'était pas réellement une Cadillac parce que c'était une Opel Omega avec une nouvelle calandre. On a mis beaucoup d'efforts chez Cadillac pour rivaliser le trio allemand au fil des décennies quand même. Puis ça, c'est toutes avec les des photos. Résultats mitigés. Oui, On peut dire mitigés. ça comme ça. Regardez ça, l'épaisseur, la quantité de photos, là, je sortais ça de là, que ça n'a jamais été sorti de là, je pense. Collées. Elles sont collées, ouais. OK, ça marche. Fait que la quantité d'images qu'il y avait, qu'on a installées dans ce kit de presse, En noir et blanc? ça, on donnait ça à tous les journalistes. Ouais, c'était comme ça à l'époque. Okay. C'était vraiment le noir et le blanc. Pourquoi est-ce qu'on donnait des photos physiques comme ça? Je ne sais pas. Il y avait une clé avec le porte-clés. Et moi, c'était la première voiture de presse General Motors que j'avais mis à l'essai, la Cadillac Catera. Et mon souvenir est un peu cocasse avec cette voiture-là. Je l'ai peut-être déjà raconté ici. Ça me dit rien. Alors, mais à l'époque, les voitures médias étaient enregistrées au nom du PR, de la personne des relations publiques de General Motors au Québec, qui s'appelait à l'époque Robert Pagé. Okay. Donc, comme OnStar était relativement nouveau, je m'étais amusé à appuyer sur le bouton. Sans avoir besoin d'aide. Sans avoir besoin d'aide, juste pour voir comment fonctionnait le système. Et ça avait sonné comme une ligne téléphonique et ça avait répondu « Hello, Mr. Page, how may I help you? » Parce que à cette époque-là, le service était pas en français. OnStar fonctionnait, mais en anglais uniquement, je pense. Depuis ce temps-là, j'avais surnommé Robert Pagé Bob Page parce que son véhicule est enregistré. En fait, tous les véhicules étaient enregistrés. C'est une première voiture GM média officielle que j'avais essayée en 2000. La Catera était sortie en 97 puis est disparue du marché 2002, je crois. C'était un succès retentissant. Retentissant. Puis c'était très ordinaire. Ça avait 200 chevaux, mais tu le sentais pas du tout. C'était une voiture propulsée, correcte au niveau de la qualité d'assemblage, mais très, très peu fiable.
Puis on s'est planté royalement avec ça. Puis finalement, ça a été remplacé par la CTS en 2003, où là, les ventes ont décollé pas mal plus. Mais toujours est-il... en ayant un produit qui demeurait assez loin de ce que les Européens proposaient. Là. Oui, mais au moins, on avait... Tu sais, Cadillac a fait avec la CTS que Lincoln n'a jamais réussi à faire avec ses produits. Tu sais. On est arrivé avec une première voiture de catégorie internationale, plus sérieuse, finition qui n'était pas celle d'une BMW, là, c'est évident. Non, ni le comportement d'une BMW. Non, mais c'était quand même un produit pas mal plus sérieux, puis surtout, pas un copier-coller d'un produit Chevrolet rebadgé, là. Non. Ce que Lincoln a toujours fait. Tu sais, une Zephyr, c'était une fusion, puis bon. Mais la Catera, on a essayé quelque chose. L'objectif de Cadillac pendant des années, c'était de se battre contre l'invasion allemande dans le monde du luxe. Puis ça a été un des multiples essais-erreurs. Alors, je viens de refermer le kit de presse et j'ai le feeling que ça va prendre un certain temps avant que je l'ouvre encore. Un attaché-presse. Un attaché-presse, voilà. Ça s'est perdu, hein, ça, un peu? Oui, exactement. Et on donnait ça à tous les journalistes à l'époque. Ça coûtait une fortune à faire. Imagines-tu, là, la pochette en cuir, les diapos, tout ça, là, ça coûtait cher de faire ça. Oui. Volkswagen, là, je vous en sortirais à un moment donné, les gros cartables annuels qui produisaient, là, toutes les photos couleurs, puis ça n'avait aucun bon sens. Avec une durée de vie assez limitée, là. Ben, le cartable a survécu à bien des voitures qui sont plus là. Moi, je peux te le dire, c'est ça, c'est quand même assez évident. Réponse à ta charade, mon cher? Oui, mon premier correspond au coefficient de traînée. Mon deuxième est un corps dur et arrondi, produit par la femelle d'un oiseau. Mon tout est un VUS intermédiaire à 3 rangées. C'est le CX9. Et non pas le CX90, on a vu passer quelques réponses, c'est le CX9. Oui. On a une question, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle saison de rouleau suivant? Ça sera en ondes vers la fin du mois de juillet. Les émissions devaient commencer à la mi-juillet, mais il y a eu évidemment le décès de Brian Mulroney et de Jean-Pierre Ferland qui ont donné lieu à des funérailles nationales. Et c'est diffusé le samedi matin. Les funérailles nationales, donc nos émissions ont été décalées. Mais ça va commencer à la fin juillet et la première émission, je vous le donne en mille, ça sera sur une Toyota Corolla de l'année 1992. Oh, on joue dans le vintage. On joue dans le vintage. Puis on est à travailler encore sur des voitures qu'on va donner dans les prochaines semaines. Je vous en dis pas plus parce que là, on est encore sur ces projets-là, puis pas plus tard que demain, on s'en va faire des petits travaux sur ces voitures-là. Mais oui, cette saison-là va être en ondes d'ici quelques semaines. Et il y aura une nouvelle saison pour 2025 aussi qui a été confirmée par TVA. C'est vrai aussi pour l'émission du Guide de l'Auto. Alors voilà. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. On ne sait pas quand. On va partager l'information sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez nous réécouter sur ma page YouTube ou sur Facebook. Merci. Bonne soirée. Salut.